serre les coudes. On va surmonter les grands défis. Et vous savez quel est le sujet sur lequel les Français pensent qu'on va se donner un récit commun, qu'on va enfin avoir un projet partagé pour nous et pour nos enfants? Eh ben, c'est la protection de l'environnement. Oui, mais la protection de l'environnement. Mais alors là, mais quelle coïncidence! Ça, c'est quasiment incroyable, parce que c'est exactement ce qu'a dit Macron aujourd'hui. Mais il a dit la même chose. Il a dit il faut un combat qui resserre les rangs de la société. Et ce combat, il en parle, c'est l'écologie. Ce sera le combat du siècle. Celui de notre capacité à inventer les nouvelles manières de vivre, d'habiter, de faire durablement. Je crois que ce combat du siècle, nous pouvons le relever. Et nous avons décidé de le relever dans notre pays. Alors vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron et Yannick Jadot vont se donner la main pour sauver la planète? Vraiment, non, j'y crois moyennement, c'est sûr. Mais quand bien même ça arriverait, je vais vous dire, s'ils se mettaient d'accord et que tous les Français arrêtaient de rouler en voiture, on représente 1% de la production de CO2 dans le monde. Donc c'est même pas notre décision qui réglerait l'avenir de la planète. Mais quant à l'idée d'environnement, la protection de l'environnement puisse servir de cause commune, oui, puisse nous servir à faire un peu plus société, même là j'ai un doute, puisque Macron fait des propositions, mais dès qu'il fait une proposition, les écologistes, les vrais, ceux qui ont le tampon, lui disent toujours c'est nul. Alors vous allez dire, non, mais là vous êtes un peu caricatural, ils disent pas c'est nul. Si, ils disent c'est nul. On écoute Julien Bouillou. Pardon, vous m'avez troublé, Julien Bayou, et vous répéterez que c'est nul après. Est-ce que tout est nul dans le bilan écologique d'Emmanuel Macron? Non, je vous dis, en matière de biodiversité, ils aggravent la situation en permettant de chasser des espèces protégées. Oui, c'est nul, oui, bien sûr. Il n'a rien fait. C'est que des mots. C'est assez lapidaire, en tout cas, comme réponse. Comme le mot est bien choisi, lapidaire, une parole qui correspond un peu à un jet de pierre. C'est vrai que Macron dit un truc sur l'écologie. Enfin, on ne lui prête jamais peu de sincérité. Et tout de suite, on lui jette la pierre. Donc, Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend. Elle rappelle que les écolos, ils ont aussi un passif. Je rappelle que Europe Écologie Les Verts, ils étaient au gouvernement au début du quinquennat précédent. Est-ce qu'ils ont fermé les centrales à charbon? Est-ce qu'ils ont arrêté Notre-Dame-des-Landes? Est-ce qu'ils ont arrêté le projet Europa City? Est-ce qu'ils ont accompagné les Français pour supprimer 1 million de chaudières fuel comme on est en train de le faire? Est-ce qu'ils ont permis de sortir de la circulation 1 million de voitures polluantes? Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Alors pour terminer, Stéphane, ce tournant vert d'Emmanuel Macron, vous y croyez, vous? Écoutez, tout le monde, jusqu'à présent, voulait régler le problème du chômage. Personne n'avait réussi. Macron est en train de régler le problème du chômage. Pourquoi il ne réussirait pas sur l'écologie? Bon, en même temps, il faut se méfier des grands discours. Hein. Moi, je vous ai dit qu'on était devenu écolo avec le verre qu'on mettait devant les caméras. Et, en fait, en coulisses, on continue d'utiliser une fontaine à eau avec des verres en plastique. Mais j'espère que Macron n'est pas comme nous. J'espère que c'est pas que de la com et qu'il est un peu plus sincère que nous, parce que nous, on triche. Mais nous, dans l'équipe de Ça vous regarde, on va faire beaucoup mieux. C'est en cours. Alors, beaucoup de choses dans ce billet. Corinne Lepage, pour commencer, ce tournant vert, vous y croyez? Vous disiez que c'était nul. Non, mais si vous voulez, il y a des choses intéressantes. On va pas dire que tout est acheté, c'est pas vrai. Mais si vous voulez, moi, je suis dans le pratico-pratique et je vois ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Et j'assiste depuis 2 ans et demi à la déconstruction systématique, j'allais dire à une échelle industrielle, du droit de l'environnement. On a supprimé... Vous êtes avocate, donc c'est quelque chose auquel vous êtes confrontée. C'est mon métier. Hein. J'ai un doctorat de droit aussi au passage, donc c'est un peu mon métier aussi. Les normes environnementales? Alors, les études d'impact réduites à leur plus simple expression, suppression moins partielle des enquêtes publiques, réduction massive du recours aux études de danger, ça donne Lubrizol par exemple, et comme ça ne suffit pas, en même temps que le président de la République est à Chamonix, projet de loi devant le Parlement de, entre guillemets, simplification, où on va encore réduire les études d'impact, les enquêtes publiques, permettre aux industriels de bénéficier de droits acquis que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas, pouvoir commencer des travaux quand on n'a pas encore l'autorisation, etc., etc. Pour moi, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est des projets partout dans la France. Il est à la montagne. Très bien. Dans le même temps, la France vient d'autoriser, et les Suisses sont fous de rage, une autoroute à Thonon, la 412, qui va servir à rien du tout et qui va ramener encore un peu plus de flux dans la montagne. Donc vous diriez quoi? Il y a un double discours? Il y a un double discours. Mais quoi, une forme d'hypocrisie? C'est un double discours, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui, eux, sont très contraires à l'environnement et de très belles paroles, de très beaux engagements, sans du reste qu'il y ait un centime qui soit mis dessus, parce que ça, c'est très bien de parler des choses, mais quand on met pas les moyens en face, ça sert strictement à rien. Je pense, monsieur on va revenir sur les mesures dans le détail, on va vous les montrer. Voilà, on peut pas dire qu'il a rien dit, il a dit des choses, mais ce que je vous dis, c'est que dans la vraie vie, c'est le contraire qui est fait.
Bruno Millienne, qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est vrai que, en général, quand il y a une campagne électorale, on l'a vu avec les européennes, tout d'un coup, le sujet de l'écologie revient en force. Et c'est le cas, là, avec le tournant vert. On se dit qu'il y a forcément une arrière-pensée peut-être électorale. Non, mais loin de ces schémas-là, campagne électorale égale programme écologique, etc. C'est la marche en avant pour l'écologie, l'environnement et la protection de l'environnement. Elle est obligatoire. Il n'y a pas un politique aujourd'hui, alors de bonne foi ou de mauvaise foi, peu importe, qui ne peut pas s'engager vers l'environnement, alors à des vitesses ou avec des moyens différents. Vous l'avez vu mardi soir à huis clos, à l'Élysée, le président de la République. Il vous a convaincu de faire de l'écologie la priorité de ses priorités? Il y a un texte qui va sortir effectivement d'ici à la fin du quinquennat. Sur quoi? Sur l'écologie. Alors on n'en a pas les détails, mais il y a effectivement un texte qui est en préparation là-dessus. Moi je voudrais rappeler, parce que pour répondre à Corinne Lepage, on se connaît un petit peu quand même avec Corinne, oui, elle pointe des choses qui, moi, me gênent. Je ne veux pas dire le contraire, je serais malhonnête. Sur le droit de l'environnement, notamment? Oui, on l'a vu, il y a des choses qui nous ont heurtés. Mais à côté de ça, il y a quand même énormément de choses qui sont faites concrètement aussi sur le territoire. Moi, je pense notamment à ces contrats de transition écologique. Il y en a 80 qui ont été signés depuis 2 ans. C'est 1,5 milliard. Alors expliquez-nous. Des contrats de transition écologique, c'est des appels à projets qui ont été lancés par le ministère de l'Environnement et qu'on fait avec les collectivités, parce que le problème de l'écologie et de l'environnement, c'est qu'il faut qu'on la traduise sur les territoires. Il faut qu'on entraîne avec nous les collectivités, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais pour entraîner, il faut qu'au sommet, il y ait une volonté la preuve, je vous le dis, premier contrat signé il y a 2 ans par Sébastien Lecornu. 2 ans après, on en est à 80, 1,5 milliard d'euros d'investis. Ça va de la ferme solaire assez importante d'un gros coût, aux alentours de 300 millions, à des plus petites choses de type de méthaniseurs agricoles, etc. Donc les collectivités s'engagent. C'est sur le terrain qu'on va gagner cette bataille-là. C'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Dans les territoires. Et de la même façon, il y a eu aussi les contrats de transition énergétique, ce qui nous a permis, ce que disait Elisabeth Borne n'avait pas tout à fait tort, mais ce qui nous a permis notamment de fermer les dernières centrales à charbon. La rénovation thermique, par exemple, pourquoi on y arrive à la rénovation thermique des logements? On dit que c'est vraiment moi, la priorité si on veut réduire les émissions de CO2. Aucun gouvernement n'y arrive. Alors même pas Corinne Lepage. Au niveau local, je sais pas, c'est quoi le Moi, j'ai posé une note, je peux le dire franchement, j'ai posé une note au ministère de la Transition écologique et solidaire en disant voilà, on se trompe depuis des années sur la rénovation thermique en faisant ce fameux CITE là, pour la rénovation. Ça ne profite qu'aux gens qui ont les moyens. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même s'il ne vous reste que 10% à charge pour rénover votre logement, les bailleurs pauvres ne peuvent pas le faire. Alors, c'est très bien d'aller sur le fond, vous avez raison, terminez, pardon, mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur Emmanuel Macron et le volontarisme. Là aussi, pareil, on passe par les collectivités territoriales. Qui, mieux que les collectivités territoriales, connaissent leur immobilier, leur situation immobilière. Et puis on va les faire bâtiment par bâtiment, les plus dégradés d'abord. Si les gens ont les moyens de payer un peu, ils paieront un peu. S'ils n'ont pas les moyens de payer, tout ce qu'on a foutu en l'air depuis des années avec le CITE, eh bien on le fait. C'est l'ensemble des territoires et du pays qui s'est mis en mouvement. Mais on va revenir aux images, Hervé Kempf, parce qu'il a choisi la mer de glace, il a choisi le Mont Blanc pour, au fond, revenir au diagnostic. Ça peut être étonnant, parce que les Français connaissent le diagnostic. C'est un peu comme s'il s'adressait à ceux qui doutaient encore des ravages du climat, enfin du dérèglement climatique. On va écouter à nouveau Emmanuel Macron, puis vous réagirez juste après. Tous ces dérèglements, je le disais, ils sont ici visibles, tangibles, et je pense que c'est une pédagogie collective extrêmement importante de la montrer à nos concitoyens. Si d'aucuns devaient encore douter, ou si certains pouvaient penser que tout cela peut attendre. Voilà, les Français ne pensent pas que ça peut attendre. C'est vrai que ce choix de communication-là peut être étonnant, non? Oui, le degré avec lequel M. Macron se fiche du monde, effectivement, absolument stupéfiant. On a fait un édito ce matin en disant Macron, le bouffon de l'écologie. C'est-à-dire bouffon, en dictionnaire en bon français, un comédien qui joue la farce, qui joue la pantomime. On sait depuis maintenant des années, des dizaines d'années, même j'allais dire depuis Jacques Chirac, la Maison Brûle, nous regardons ailleurs en 2002, que vient faire M. Macron? S'il faisait ce beau discours, très bien, mais s'il y avait des actes derrière une fois de plus. Or, le problème, c'est que non seulement la politique d'environnement n'avance pas, même s'il y a des points positifs, hein, on ne va pas dire que tout est absolument négatif, et vous avez rappelé l'engagement des collectivités locales.
pas assez vite, ça j'entends. Les contrats de transition écologique, mais je confirme absolument ce qu'a dit Corinne Lepage. On a fait une grande enquête dans Reporter sur le détricotage du droit de l'environnement. C'est complexe, compliqué, mais c'est très important. L'Office français de la biodiversité, devant lequel M. Macron a voulu parler, en fait, il lance aujourd'hui. Ses moyens sont diminués par rapport aux différents organismes qu'il avait réunis. L'ONF, l'Office national des forêts, qui est un enjeu essentiel en matière de biodiversité forestière, est en fait en voie de privatisation et avec des impératifs de productivité. L'artificialisation des sols continue avec très souvent l'accord des préfets et du gouvernement, comme à Port-la-Nouvelle, comme pour l'autoroute Toulouse-Cap, comme pour le toujours le double discours. C'est un double discours, c'est une bouffonnerie. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Alors, Julien Blanchet, c'est intéressant parce que aller sur la mer de glace et constater les dégâts, d'une certaine façon, les Français le savent. Il y a des sondages qui sont extrêmement préoccupants. Les Français sont pessimistes. 65% des Français pensent que la civilisation va s'effondrer dans les années à venir. C'est un sondage de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Aujourd'hui, et ça va s'effondrer. Enfin, la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir. C'est un sondage très sérieux. 65%, c'est énorme. Et quand on leur pose la question de savoir si les Français, si l'exécutif va dans le bon sens en matière d'écologie, ils sont 2/3 à considérer que le gouvernement ne fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous qui travaillez à la Convention citoyenne, ces chiffres-là, les citoyens qui travaillent en ont conscience? Oui. Alors ce sondage, faut aussi, parce que c'est un comparatif international, donc c'est aussi intéressant de voir ce que disent les autres pays. En Italie, ils sont encore plus pessimistes. Voilà, et quelles sont les réactions aussi des Français. Et parmi ces réactions-là, effectivement, ils pensent qu'une des solutions, ou après cet effondrement, puisque c'est un peu ça le sujet, ils estiment qu'il y aura une démocratie plus participative. Eh bien, je crois que cette convention citoyenne, finalement, elle répond en partie à ça. Effectivement, déjà le fait qu'un tiers des personnes avec qui nous avons eu une conversation au téléphone, quand le tirage au sort a été réalisé, sous contrôle d'huissier, avec un certain nombre de critères pour s'assurer de la diversité de ces 150, eh bien, un tiers disait spontanément oui. Et je crois que c'est à la fois l'exercice démocratique et l'enjeu climatique qui fait qu'il y a cette envie de trouver des solutions. Parce que sur le constat, globalement, tout le monde est d'accord. Sur les solutions, monsieur a raison. Depuis les années 70, je vois qu'il y avait Jean Jouzel, qui fait partie du comité de gouvernance de la Convention citoyenne, qui était aussi à Chamonix. Jean Jouzel, il le dit depuis un moment, qu'il y a un problème, qu'il y a urgence et qu'il faut réagir. Et il dit presque même que c'est trop tard. Il n'y a pas de consensus dans la société sur les solutions. Et donc cette Convention citoyenne, eh bien, elle vise à permettre de créer le consensus sur les solutions. Parce que être d'accord sur le constat, effectivement, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc trouver des solutions communes, associer le citoyen à la décision, ou même le faire créer cette solution tout en ce qu'elle soit acceptable, ces solutions. Quitte à faire un référendum à la fin. Voilà. Quitte à faire un référendum. C'est ça l'idée. Suggérer le président. Parce qu'on sent qu'il y a aussi des doutes au sein de cette convention citoyenne sur les résultats finaux, sur la capacité, au fond, à ce que tout soit repris sans filtre, cette expression. Alors, tout soit repris sans filtre, qu'on comprenne bien, il ne s'agit pas de déposséder les parlementaires de leur droit d'amendement, mais ce qui est promis là-dessus, on était mal. Je voulais pas quitter le plateau précipitamment, donc oui, ça aurait été gênant. Non, mais blague à part, c'est quand même un sujet. C'est un sujet pourquoi ? Parce qu'effectivement, je crois que cet exercice qui s'inscrit dans le paysage institutionnel, et c'est pas pour rien que ça se déroule au Conseil économique, social et environnemental, effectivement demande à trouver des articulations avec les autres formes de représentation. Mais effectivement, le référendum est une possibilité ouverte ou la voie parlementaire en est une autre. Ce projet de loi dont vous a parlé le président mardi soir, ça sera sûrement le résultat, des travaux. Et moi, il y a un moment, je voudrais qu'on arrête de forcément tout critiquer dans ce pays, parce que cette convention citoyenne, c'est quand même le prélude à la démocratie participative que les citoyens réclament. Nous, derrière, ça nous engage. C'est-à-dire que si on les déçoit, eh ben, c'est fini. Donc, moi, je suis d'accord. Les solutions, on les connaît, vous le savez. Non, mais les solutions, on les connaît tous. C'est pas le problème. C'est l'acceptation des solutions par les citoyens qui est compliqué. Et c'est pour ça que je vous parlais des contrats. Par exemple, la taxe carbone, voilà une bonne idée. Et c'était pas très bien accepté. Voilà, ça n'a pas été très bien accepté. C'est pour ça que je vous parlais des contrats de transition écologique ou des contrats de transition énergétique. Parce que ça se fait sur le terrain avec les gens. Et les gens, il faut qu'on arrive à les convaincre. Ça se fait pas comme ça. On n'arrive pas simplement en disant on va faire ça et les gens disent oui. Il faut les convaincre. Oui. Et c'est terrible. Et bon, Corinne Lepage, beaucoup plus que moi, je pense, puisqu'elle a été aux affaires avant moi,
sait comment c'est difficile de faire accepter des solutions dont on pense, à juste titre, qu'il faut les prendre tout de suite et maintenant, mais que les gens n'acceptent pas. La Convention citoyenne qui va fixer l'agenda 2020, c'est quand même normalement une très grosse responsabilité. De démocratie participative, à la condition que ça aille jusqu'au bout. Et à la condition que ça ne se termine pas en eau de boudin. C'est-à-dire, cette proposition-là, non, franchement, ça ne va pas faire plaisir à tel intérêt économique. Dehors. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai été très inquiète quand j'ai entendu le président de la République dire que s'il y avait référendum, il serait consultatif. Ça dépend des sujets. Vous savez que vous qui êtes juriste, vous savez qu'on peut pas faire un référendum à questions multiples, par exemple, sans qu'il ne soit que consultatif. Mais je crois qu'effectivement, il faut trouver les voies là-dessus. Voilà. Donc, je pense que c'est un très bon exercice. Ce que j'espère, c'est que ce sera pas bridé. Et que c'est vraiment l'expression de ceux qui auront dit quelque chose qui ressortira sur la manière dont certaines conférences de consensus ont abouti à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui rédige le papier et que ce qu'avaient dit les gens finalement passe totalement à la trappe, amène à être prudent. Ça peut très bien se terminer. Je ne sais pas. Alors, les citoyens qui participent ne sont pas du genre docile. Ils se font entendre, ils protestent volontiers quand on leur impose une solution. Il y a deux petites choses que je voulais dire. Moi, je suis de l'avis de monsieur le député. C'est sur les territoires que les choses se passent. Mais je ne crois pas qu'il y ait de problème d'acceptabilité. Il y a une très forte demande des collectivités locales, des citoyens, des entreprises de faire des choses localement, sauf que dans un certain nombre de domaines, et en particulier en matière de décentralisation énergétique, très franchement, il faut avoir l'âme chevillée au corps pour mener à bien un projet aujourd'hui en France. Ça veut dire quoi, que l'État contrôle encore trop de choses? L'État, il n'avait pas du tout envie qu'on développe en France les énergies renouvelables. Je suis désolée de le dire, mais c'est quand même C'est en train de changer, Corinne Lepage, quand même. C'est quand même en train de changer parce qu'on est en train notamment de simplifier, vous le savez, notamment on avait beaucoup de problèmes. Pour les éoliennes, oui. Pour les éoliennes, mais aussi pour la mise en place des méthaniseurs. Enfin, quand vous avez un vrai besoin, le méthaniseur, vous n'allez pas attendre 5 ans ou 6 ans pour avoir juste l'autorisation de le faire. Donc tout ça, on est en train de simplifier justement le temps. Mais regardez la manière, par exemple, il y a un truc formidable qui est prévu par l'Europe qui s'appelle l'autoconsommation collective. Ça permet à des gens de se mettre ensemble et de produire de l'électricité, de se la vendre. Jusqu'à maintenant, en France, c'est quasi impossible. Vous avez le droit de faire ça si vous êtes 4 ou 5, mais au-delà, niette. Parce qu'effectivement, ça construit un modèle énergétique qui est à l'opposé de celui que nous avons aujourd'hui, qui est un modèle centralisé. C'est totalement décentralisé. Voilà. Donc ça, c'est des choses que l'État bloque. J'attends de voir si vraiment ça va se faire. Pardonnez-moi, même si ce débat est intéressant, je voudrais qu'on revienne aux annonces présidentielles. C'est un drôle de paradoxe parce que des gens d'Enedis, notamment, encouragent moi je suis dans la ruralité, encourage les petits villages justement à se doter soit d'éoliennes, soit de fermes solaires pour justement mettre en commun l'énergie et pouvoir la revendre. Donc c'est quand même paradoxal. On va remonter un tout petit peu au niveau de l'État et du chef de l'État. Allez-y, vous vouliez compléter, mais je voudrais vous faire commenter les annonces aussi. En fait, il n'y a pas d'annonce. Quand même, on va vous montrer rapidement. On va vous montrer ce qu'on a retenu. Non, mais c'est un point essentiel là, de la discussion qui s'amorce entre monsieur le député Bruno Millienne et madame Corinne Lepage, qui était est-ce que c'est les citoyens, le problème d'acceptation des citoyens, ou est-ce que c'est la faille de la volonté politique? En gros, le débat, il est là. Et l'argumentation du camp macronien, du gouvernement, c'est de dire « Ah, mais on voudrait bien, mais les citoyens ne veulent pas ». C'est faux. C'est faux pour une grande partie, pas pour tout, mais pour une grande partie des choix. Il y a une grande partie des choix qui dépendent d'une volonté politique. Tous ceux que j'ai cités très rapidement, les citoyens... J'entends Bruno Millienne dire dans sa barbe « Installer des éoliennes, vous allez voir ». Non mais parlons des autres sujets. Il y a des sujets qui posent problème, qui ne se font pas consensus. Il y a des projets. Quand on revient au problème du droit de l'environnement, les gens, ils sont tout à fait d'accord avec les enquêtes publiques. Ils sont pas du tout d'accord. Juste une enquête publique, c'est avant de construire, c'est ça. Oui, mais quand vous avez un détricotage du droit de l'environnement, c'est pas pour faire plaisir aux citoyens. C'est parce que c'est un choix. Regardez à Paris, Anne Hidalgo, elle a fait une grosse politique et elle a quand même payé ça sur son image. Écoutez, on verra en mars. Et on verra en mars. Mais c'est plutôt la division de l'opposition qui lui profite parce que c'était courageux de sa part. Écoutez, on va voir. C'était courageux. Apparemment, elle est acceptée par beaucoup des citoyens pour les voies sur berge et la politique des vélos. Et je crois qu'on verra en mars. Je
veux pas faire de prévision. Donc ça, c'est le premier point. Donc la volonté politique manque plus que, dans beaucoup de cas, l'acceptation des citoyens. Deuxième point, très rapidement, les mesures. Mais justement, alors attendez, il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas de mesures. Il y en a quand même qui ont été annoncées. Vous allez me dire au Conseil de défense écologique complètement, voilà, il y a vide, coquille vide, mais on va les regarder juste, je vous redonne la parole. Extension des aires protégées à 30% du territoire, c'est la création de nouveaux parcs naturels régionaux, d'un grand plan de transition énergétique pour les 2 400 000 agents de l'État, avec des parkings à vélo, avec des bornes électriques, je vous vois sourire. Prévention des inondations et de l'érosion des côtes, et la création donc, enfin ce lancement plutôt de l'Office français de la biodiversité. C'est nul, c'est ça? Pas du tout. Et dans Reporter, on a dit que, par exemple, la politique de prévention des protections des habitations le long de la côte par rapport à la montée des eaux est une bonne chose. Donc, vous voyez, on n'a pas une opposition systématique, on n'a pas une critique systématique. En revanche, le reste, la protection des aires protégées, il faut des personnes, il faut des gardes forestiers, il faut des agents de la biodiversité pour que ça ait un sens. Donc si vous créez des donc c'est une forme d'incantation, on ne met pas les moyens derrière, c'est ça? Et dernier point, par exemple, sur les avions... Vous allez répondre 2 minutes, Bruno Billet. Non mais j'avais 3 phrases, mais allez-y. Allez-y, non, mais terminez. Sur l'avion, par exemple, quand Madame Borne dit on va demander aux fonctionnaires de ne pas prendre l'avion et de prendre le train. En fait, c'est très gentil, mais en fait, c'est plutôt augmenter le prix du kérosène, empêcher l'extension des aéroports, privilégier les trains de nuit, c'est le genre de choses qu'il faudrait faire si on voulait vraiment lutter contre le trafic aérien. Attendez, 2 400 000 agents, c'est quand même pas rien, dont les services publics qui passent au vert. On se dit quand même 2 400 000 personnes dont on va essayer d'accompagner la transition écologique. Et ça, c'est des politiques du personnel. Moi, je mène un cabinet, je vous assure qu'on prend l'avion que quand on peut vraiment pas faire autrement, et autrement, on prend le train. Enfin, c'est normal. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça que ça doit se passer. Enfin, franchement. Cette étape de mesure, là, on n'y est pas. Enfin, c'est pas la révolution. Sur les PNR, c'est les régions qui créent les PNR, c'est pas l'État. Première observation. Et deuxième observation, et monsieur le député, vous le savez aussi bien que moi, un PNR, ça n'empêche pas des grosses cochonneries comme des belles carrières en plein milieu d'un Vous êtes d'accord avec Corinne Lepage et Hervé Kempf? Non, mais il y a que ne l'avez-vous dit au président de la République? Il y a quand même des choses il faut quand même rester un petit peu dans la réalité. Si vous n'insufflez pas des trucs, derrière, elles se font pas. Moi, je trouve que ce qui est fait pour l'administration, les annonces, c'est pas non plus le nirvana, mais très bien. Pour une fois que l'État s'applique à lui-même ce qu'il veut appliquer aux autres, c'est une des premières fois qu'on voit ça. Il y a quand même des choses qui ont été faites dans certaines lois, comme la loi d'orientation des mobilités, qui favorise la mobilité durable. Ça, c'est quand même bien aussi. Moi, je le vois dans nos campagnes. Si demain on arrive effectivement à avoir des flottes autonomes et électriques pour rabattre les gens vers les gares plutôt que chacun prenne sa bagnole, qu'on développe le covoiturage, tout ça, c'est des trucs qui sont enclenchés. Alors évidemment, l'État, on demande tout à l'État. L'État ne peut pas tout. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai dit. Juste une toute petite phrase dans la loi sur l'air votée en 1996, bagatelle de 24 ans, il y avait l'obligation pour les flottes captives de l'État et des collectivités locales d'avoir 10% de voitures propres. Vous croyez qu'ils ont été les 10% de voitures propres? Nada. On est d'accord. Corinne Lepage, on est d'accord. Donc on ne va pas reprocher. C'est intéressant. On ne va pas reprocher aujourd'hui à l'État. Que vous êtes dit, c'est pas le nirvana aujourd'hui, alors qu'on entend parler de combat du siècle. C'est vrai que ce décalage, on l'entend, y compris dans le camp de la majorité. Je veux pas taper sur les gouvernements précédents, mais honnêtement, on a entendu, et Corinne Lepage le sait très bien, beaucoup de belles déclarations, beaucoup de beaux textes, où ont été faites les applications. Donc où ont été faites les applications. Dans les petits pas. On est peut-être dans les petits pas, mais au moins il y a des choses vous défendez les petits pas. Je voudrais saluer l'arrivée de Richard Berly. Bonsoir Richard. Vous êtes notre chroniqueur. Vous êtes aussi correspondant du quotidien suisse Le Temps, correspondant à Paris. Votre regard sur ce tournant vert que prend la France, que prend le président de la République. Comment nos voisins européens le regardent? Bon point ou pas? Bien, j'entendais tout à l'heure une formule, pas de consensus sur les solutions. Ben, c'est quand même un peu ce qui se passe en Europe, parce que quand l'Europe regarde la France, regarde Emmanuel Macron en haut du Mont Blanc prononcer ces différentes mesures, eh bien l'Europe, elle regarde plutôt en bas. Et qu'est-ce qu'on voit en bas du Mont Blanc? Pas très très loin, la centrale nucléaire du Bugey. Oui. Et c'est effectivement du nucléaire qu'il faut parler. Parce que, je vais vous citer une date, on est en novembre 2017. Emmanuel Macron vient d'être élu. Il réunit à Paris le One Planet Summit. Il y a une brochette de chefs d'État et de gouvernement, il y a Arnold Schwarzenegger, on va le voir en photo avec le président. Voilà, et opération selfie. Il y a une annonce, 1500 milliards de dollars pour le climat. Mais Angela Merkel n'est pas du tout contente parce qu'elle voit 15 milliards
pour l'industrie nucléaire. Et là, il pique nucléaire parce que vous savez que les Allemands, le nucléaire, ils ont dit Nein en 2011 suite au séisme japonais et à l'accident de Fukushima. Ils ont eu bien raison. Et donc, il y a là un différend majeur. Et il y a un différend on va pouvoir le tester, Emmanuel Macron, tout bientôt. Parce que va-t-il se passer le 22 février, la semaine prochaine? Le premier réacteur de la centrale de Fessenheim doit fermer. La centrale de Fessenheim, c'est la plus vieille centrale française, exploitée depuis 1978. Mais alors, quel roman feuilleton que la fermeture de Fessenheim. On va écouter Emmanuel Macron en 2018. Il expliquait que lui, il était déterminé, il allait la fermer. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Il s'est avéré, après expertise pragmatique, que ce chiffre brandi comme un totem politique était dans les faits inatteignable. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. Alors est-ce que Fessenheim va vraiment fermer? Donc rendez-vous la semaine prochaine. C'est EDF qui a un projet, puisque ça doit devenir un technocentre de déconstruction des centrales. Là, on peut se poser la question. Mais il y a encore un autre problème, Myriam, c'est que cette filière nucléaire, eh bien, elle a exporté en Europe. Et il y a 2 réacteurs dont vraiment les Européens ne veulent plus entendre parler. Madame Lepage, vous avez suffisamment siégé pour le savoir. C'est celui en Finlande de alors je vais me lire Olkiluoto et celui de Hinkley Point au Royaume-Uni, parce qu'alors là les factures ont littéralement explosé. Les EPR, mais ne vous inquiétez pas, parce que vu ce qu'on fait à Flamanville, c'est pas fini et c'est pas loin c'est loin d'être fait. Et Greenpeace était donc parti à l'assaut de ces 2 réacteurs, notamment en Finlande. Bref, sur le côté climat et à cause du nucléaire, on voit qu'Emmanuel Macron a quelques casseroles en fission. Et quand on sait qu'en Allemagne, il y aura peut-être demain une coalition entre les chrétiens démocrates et les Verts, ça promet de barder sévèrement, mais il faut dire que le président français, il a un argument. Il vend ses réacteurs EPR à la Chine et à l'Inde, respectivement 1er et 3e pollueur mondial. Bruno Nilienne, en Europe, la France n'est pas regardée comme à l'avant-garde de l'écologie à cause du nucléaire. Moi, je veux bien tout. Les Allemands ont arrêté le nucléaire. Moi aussi, je voudrais bien arrêter le nucléaire. Ils ont remplacé le nucléaire par quoi? Le charbon. Le charbon. Oui, enfin, sauf que depuis